Bonjour, mes chers amis. A-t-on exporté la révolution pacifique en Algérie? Le risque de démantèlement de l'État algérien est-il fondé? Tout un faisceau d'indicateurs nous force, jour après jour, et cela depuis 5 ou 6 ans, à soupçonner la mise en œuvre d'une stratégie qui viserait à la déstabilisation et la désagrégation des structures de l'État algérien. Au fur et à mesure que se déroule la crise politique, des signes patents d'une conjuration occidentale se font jour. D'anciens plans sont éventés, des plans conçus et préparés avec le concours des pays du Maghreb et ceux de la ceinture sahélienne, sous l'impulsion de l'Occident. L'Algérie est désormais un enjeu de premier ordre dans le schéma géostratégique et géopolitique de l'Occident, comme en conviennent les experts civils et militaires eux-mêmes. D'abord, voyons quelques rappels et signes antérieurs. Depuis les années 1990, dans un contexte maghrébin fort instable, l'Algérie avait su préserver sa stabilité en menant une guerre furieuse contre le terrorisme islamiste, contenant militairement l'expansion de l'État islamique aux frontières de l'Est, du côté de la Tunisie, au sud, du côté du Mali, et en s'attribuant un rôle diplomatique dans la guerre civile en Libye et au Mali. Le rempart contre l'extrémisme islamiste élevé par l'armée algérienne envers et contre toute présence militaire étrangère au sud, notamment américaine, a sans doute valu à l'Algérie d'être agrégée à la stratégie de démantèlement des structures étatiques en œuvre au Maghreb, en Afrique et au Moyen-Orient. Les stratèges militaires américains et certains de leurs centres de réflexion, les fameux think tanks, considèrent que désormais l'Algérie fait partie du problème. Dès 2013-2014, on considérait que les facteurs déclencheurs d'une crise intérieure aiguë étaient réunis. La proximité des élections présidentielles allait offrir les conditions idéales à l'exécution d'un plan de déstabilisation. Le 4e mandat de Bouteflika avait déjà suscité une sourde et méchante rivalité entre les fractions au sein des services et de l'État. L'agitation de la rue qui avait suivi les mouvements du printemps arabe devait être un signal, mais le gouvernement d'alors l'avait durement réprimé. L'opinion algérienne, craignant une dérive vers la violence, a préféré rester démobilisée. C'est le pacifisme et l'organisation maîtrisée du mouvement populaire, semaine après semaine, qui éveillait chez les analystes et observateurs de la scène algérienne les soupçons d'ingérence pacifique. Car il y transparaît de plus en plus clairement l'empreinte des organismes d'exportation des révolutions non violentes tels que l'ANED, Freedom House, Albert Einstein Institution, etc. Jean Sharp, professeur en sciences politiques et fondateur de l'Albert Einstein Institute, génial théoricien des méthodes d'ingérence démocratique, de révolution non violente et de désobéissance civile, a trouvé en Serbie l'opportunité de mettre en pratique sa théorie et d'en éprouver l'efficacité. Puis, successivement, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan, la question se pose donc de savoir si cette théorie est aujourd'hui à l'œuvre en Algérie. D'autres terrains de mise à l'épreuve de cette théorie ont définitivement confirmé son efficacité. En Géorgie, c'est la révolution des Roses qui avait poussé Shevardnadze à démissionner. L'Ukraine avait été précipitée par les urnes, ouvrant ainsi la voie à la conquête de l'espace soviétique par l'Occident.
En Serbie, la société, mobilisée par les savantes méthodes des experts de l'organisation Optor, qui prend la résistance individuelle non violente, a fait chuter Slobodan Milošević en 2001. Et ce dernier exemple, mes amis, nous intéresse plus particulièrement. Selon certaines sources, les experts du mouvement Optor, qui furent à l'origine de cette chute, sont en train d'activer à présent derrière les frontières ouest de l'Algérie. C'est par leur intermédiaire que les États-Unis exportèrent la révolution dans les pays arabes, où leur action avait été déterminante dans l'accomplissement des révolutions dites du printemps arabe, principalement en intervenant dans la formation d'activistes aux techniques de mobilisation de masse. L'analyste iranien Mohammad Sadiq Hosseini, citant une source de renseignement spécialisée dans l'analyse des mouvements populaires, évoquait il y a peu l'existence d'une base du mouvement Optor au Maroc, dont la mission serait de dévier les manifestations en Algérie dans le sens de la subversion. Il rapporte la présence de membres de ce mouvement aux côtés d'agents du renseignement américain et marocain. Selon cette source, en 2018, des Algériens d'obédience islamiste auraient été formés sous leur supervision dans divers centres disséminés derrière nos frontières et où serait implanté un organe de coordination et de planification des opérations contre l'Algérie. D'autres centres d'entraînement seraient répartis du côté mauritanien et tunisien, là où se trouve justement le siège de l'ONG Freedom House, financé par George Soros. Des relais intérieurs auraient-ils alors été entretenus et activés par les réseaux de l'ancien DRS, Direction des renseignements et de la sécurité. Cette police politique aurait-elle tenté, elle aussi, de manipuler et d'encadrer le mouvement populaire avec l'appui des services américains? La question se pose. Depuis près de 30 ans, l'Algérie est sous gouvernance d'un régime répressif. Voilà ce que note l'American Enterprise Institute, AEI. Peu avant le déclenchement du mouvement populaire, cet organisme considère que le temps est venu de mettre en œuvre le scénario d'effondrement du régime, énonçant explicitement que l'Amérique doit intervenir quand surviendrait cette éventualité, c'est-à-dire une protestation populaire, une manifestation de masse. Cet organisme, l'AEI, et d'autres centres américains travaillent toutes ces années sur l'hypothèse d'irruption d'une crise politique aiguë susceptible de conduire au démantèlement de l'armée algérienne. Aussi, en toute logique, ont-ils installé dans la région Maghreb-Méditerranée des moyens militaires et technologiques qui leur permettraient de parer à cette éventualité. À la lumière de cette analyse, il nous sera plus aisé de comprendre la décision récente du Congrès des États-Unis de débloquer à destination de l'armée de l'air marocaine des avions de combat F-16 Viper et de mettre à niveau son ancienne flotte des F-16, de standards beaucoup plus faibles. Dans certains milieux du Congrès américain, l'hypothèse d'un raid par des éléments non étatiques pouvant conduire à une prise de contrôle de nos avions Sukhoi Su-30 stationnés au sud n'est pas à exclure. Pour apporter quelques éclairages, mes chers amis, commençons par rappeler les propos très alarmistes du directeur des études chargé du dossier des migrations au ministère algérien de l'Intérieur. Il expliquait, en janvier dernier, que toute une entreprise dont le but consiste à faciliter l'arrivée en Algérie de terroristes d'Alep et sa région à travers la Libye, le Niger, le Mali, le long donc des axes migratoires, est en cours d'exécution.
depuis que la situation de l'État islamique s'est dégradée sous l'offensive liquidatrice combinée des Russes, des Iraniens et de leurs alliés sur place. Ces faux émigrants, détenteurs de passeports soudanais, auraient pour mission de mettre à l'épreuve les capacités de défense de l'ANP et de prendre des positions en vue de provoquer des troubles de l'intérieur du pays. Le recoupement de ces informations ne peut manquer d'établir le lien avec les plans américains, britanniques, français, italiens, espagnols, etc. Les États-Unis perçoivent l'Algérie comme un théâtre de conflits et d'insécurité potentielle. Mais alors que survenait la perspective des élections présidentielles de 2014, donc perspective d'un désordre interne, cette perception se prolongeait sur le terrain par un déploiement militaire, implantation d'installations militaires et de contingents de Marines au sud de l'Espagne. L'objectif stratégique est jugé suffisamment important pour justifier le débarquement permanent de 500 Marines et 8 avions militaires de combat. Depuis l'été 2013, une force militaire d'intervention conséquente est stationnée dans la petite ville espagnole de Morón. De l'aveu même du gouvernement espagnol, cette force, appelée à doubler, permettrait à l'armée américaine d'intervenir dans le nord de l'Afrique en cas de troubles majeurs. Au sud de la Tunisie, une ancienne base désaffectée avait été récupérée à la même période pour servir de base d'intervention en Libye. Jugez-en, chers amis, par vous-même. En vertu d'un amendement introduit à la loi antiterroriste par le Congrès américain, les forces armées US peuvent intervenir en Afrique du Nord sans aucune consultation. Si l'Algérie est ciblée, posons-nous la question de savoir pourquoi. Quelle est la finalité d'un éventuel démantèlement des structures de l'État algérien? Voici quelques éclaircissements. Afin de comprendre les orientations stratégiques de l'Algérie dans les domaines de la défense, de l'économie et en politique, il conviendrait de garder à l'esprit la nature des deux risques qui la menacent. Un, le risque potentiel que les mercenaires de l'État islamique exécutent des attaques à l'intérieur de nos frontières. Deux, le risque que représente le positionnement de l'Occident contre les structures de l'État algérien. Ces deux risques ont inspiré des choix stratégiques au sein de la rivalité entre le pôle mondialiste globaliste unipolaire, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, et le pôle multipolaire, les pays agissant comme contrepoids de la puissance de l'OTAN, formée principalement par la Russie, l'Iran, l'Inde, le Venezuela, etc. Pour que nous comprenions plus clairement les dangers permanents et les stratégies de destruction en œuvre ou en sommeil depuis la fin de la guerre froide Est-Ouest, que l'Occident réserve à des pays comme l'Algérie, interrogeons-nous sur le modèle qui domine la géopolitique mondiale actuelle. Pour simplifier, disons que dans les cercles supérieurs de réflexion de l'armée américaine, une idéologie hégémonique, que d'autres appellent pensée stratégique, est à l'œuvre depuis la fin de la guerre froide. Elle se fonde sur la théorie d'un personnage très important, Thomas Barnett, qui conçoit l'avenir du monde selon le schéma suivant. Auparavant, disons que le théoricien de cette idéologie, Thomas Barnett, est le disciple de l'amiral Chebrovski. Selon cette pensée idéologique, pour asseoir la domination des États-Unis sur le monde, il faudrait le diviser en deux parties. D'un côté, le G8 et tous ses alliés, de l'autre, le reste de la planète qui désormais doit être soumis. Ce reste de la planète
est dès lors considéré comme un gisement de ressources naturelles, sans plus. Ce que Thomas Barnett disait il y a des décennies était quasi prémonitoire, en ce sens qu'il ne considérait pas que ces ressources naturelles fussent vitales pour l'Amérique, mais que tout État stable qui voudrait y accéder, y compris les alliés des États-Unis, doit passer par les services de l'armée américaine. Or, en 2019, l'Amérique est déjà autosuffisante en gaz de schiste et n'a guère besoin de ces gisements. Elle s'apprête même à fournir à l'Europe du gaz. Mais le plus important, le plus alarmant, est ce qui va suivre. En conséquence de cette idéologie, le démantèlement absolu de toutes les structures étatiques dans ce gisement devient nécessaire. De la sorte, nul ne peut jamais plus traiter avec ces États, ni s'opposer à la volonté de l'armée américaine. La mise en œuvre de cette idéologie, inaugurée en Afghanistan, se poursuit en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen et plus récemment avec moins de succès au Venezuela. Nous comprenons un peu mieux, à présent, ce que peuvent signifier les déploiements des ressources de guerre de l'armée américaine et des armées européennes dans la région Maghreb, Sahel, Méditerranée. Notez à présent ce que disait il y a peu, c'est-à-dire en 2019, le général Dominique Delaware, un haut gradé français spécialiste du renseignement. Il considère que le contexte stratégique actuel que domine la pensée néoconservatrice est en fracturation, dans lequel tous les États secondaires, comme l'Algérie, sont des proies livrées à l'appétit insatiable du pôle dominant USA-OTAN. Ce pôle, constitué d'une minorité de pays, accaparant 60% du PIB mondial, s'autoproclame communauté internationale. Une présentation qui décrit très très clairement la pensée stratégique hégémonique à l'œuvre, comme nous l'avons évoqué précédemment. Mais ce début du XXIe siècle bouleverse les données stratégiques en profondeur. La Chine et la Russie s'érigent en rivaux des États-Unis et de leurs alliés et remettent en cause, dans les faits, la pensée d'un monde unipolaire sous domination US. D'abord, en Eurasie, en créant des organisations internationales comme l'OCS et les BRICS, qui sont deux espaces autonomes d'émergence économique qui seraient conduits dans un avenir prévisible à renoncer au dollar dans les échanges commerciaux internationaux. On en parle déjà comme l'OTAN asiatique. Ces deux espaces regroupent, en plus de la Chine et de la Russie, des pays gigantesques comme l'Inde et le Pakistan, autour desquels se rassemble une majorité de pays, de populations à travers l'Eurasie, l'Afrique et l'Amérique latine. Dans ce contexte de rivalité féroce, de formation d'un axe sino-russo-iranien, et l'émergence d'un second axe privilégié vers l'Europe, Allemagne, Chine, Russie, de contournement également du nouveau rideau de fer que les USA ont voulu faire tomber entre l'Asie et l'Europe, en instrumentalisant l'Ukraine. Eh bien, au milieu de tous ces bouleversements, le pôle occidental devient extrêmement agressif. Ce que n'acceptent pas les USA, c'est de perdre le contrôle des routes commerciales de l'Eurasie, de l'Afrique et de l'Amérique latine au nom du principe quasi-religieux de domination totale. Les États-Unis acceptent mal d'avoir manqué d'isoler la Russie par l'Ukraine et de déstabiliser l'Asie centrale dans le sens de leurs intérêts. La Chine répond par un engagement géostratégique puissant en Eurasie sans équivalent dans l'histoire, la route de la soie, rebaptisée Belt and Road Initiative,
un programme colossal de 1000 milliards de dollars qui tracerait des voies nouvelles, des voies terrestres, des voies ferrées, des routes maritimes, ainsi que des bases militaires au commerce mondial. En liant ainsi l'Eurasie à la Chine par tous les modes de transport et de communication, afin de dominer cet espace euro-asiatique, la Chine dominerait tout simplement le monde. Voyons ce que la coalition occidentale, USA-OTAN, reproche à l'Algérie. 1. D'être le dernier front du refus de s'attacher à son autonomie stratégique et à son indépendance. Rappelons-nous le refus de l'état-major de l'ANP de louer la base de Tamanrasset aux Américains pour en faire une base de lancement de drones. 2. De mettre en place un rapprochement avec la Russie et la Chine sur le plan militaire et économique. 3. De refuser le démantèlement de l'État syrien. 4. De refuser d'intégrer la coalition saoudienne contre le Yémen et l'alliance stratégique dirigée contre l'Iran, si bien qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite est devenue un adversaire et un ennemi redoutable. 5. Les positions constantes sur la question palestinienne, notamment la question de Jérusalem. 6. Nous avons un état-major de l'ANP souverainiste qui ne veut absolument rien savoir de toute présence militaire étrangère sur le sol de l'Algérie. 7. Les questions tchadiennes et maliennes. 8. Le risque de contrôle de nos ressources énergétiques par les puissances rivales des États-Unis, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Pour toutes ces raisons, le soupçon d'une révolution pacifique exportée paraît évident. Si évident. Si le mouvement populaire perçoit tous ces signes d'un danger imminent, s'il sait distinguer les hommes sains des hommes impliqués avec ce type d'organisation, d'exportation, des révolutions pacifiques, les hommes et les femmes, cela s'entend, eh bien, il fera son bonhomme de chemin et abattra ce régime. Dans une prochaine vidéo, nous détaillerons le processus de régime change, c'est-à-dire les changements de régime opérés depuis 2011, et nous verrons comment se mettent en place les mécanismes d'exportation de la démocratie par une révolution non violente en liaison avec le mouvement pacifique populaire algérien. Merci infiniment de votre patience et de votre indulgence. Au revoir.